Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Faire aussi bien avec moins d'hommes, moins de matériel. C'est le défi de l'armée qui va perdre 24 000 emplois supplémentaires dans les 6 ans qui viennent. La réaction sur ce plateau du sénateur Jacques Gautier qui a contribué au livre blanc de la défense. Le PS, face à la tempête politique soulevée par sa charge contre l'Europe et Angela Merkel, un recadrage est annoncé, mais le couple franco-allemand est au plus mal. Face à face tout à l'heure, les sénateurs PS David Assouline et UMP Christian Cambon avec l'historien Jean-Noël Jeannenet. Opération reconquête des entrepreneurs par François Hollande à l'occasion d'un discours à l'instant à l'Elysée. Vous avez pu le suivre sur Public Sénat. Une série d'annonces en faveur de la création et du financement des entreprises. Mais d'abord, cette succession de mises en examen dans le scandale du Mediator, tromperie et escroquerie pour l'ancien pharmacien des laboratoires Servier, Alain Leridan, et complicité de trafic d'influence pour l'ancienne sénatrice UMP, Marie-Thérèse Hermange. Les juges la soupçonnent d'avoir allégé les responsabilités de Servier dans le rapport de la mission d'information, alors que l'on a également appris que les magistrats avaient dû s'y prendre à 2 fois avant de perquisitionner au Sénat. Paul Bouffard. Le 29 novembre dernier, 2 juges d'instruction du pôle santé de Paris se voient refuser l'accès du Sénat dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour trafic d'influence relative à la mission sénatoriale sur le médicament. Pascal Gand et Sylvie Lefay souhaitent perquisitionner la Haute Assemblée. Porte close pour les magistrats. En l'absence du président Jean-Pierre Bel, le secrétaire général du Sénat leur aurait refusé l'accès. Aujourd'hui, les juges parisiens mettent en examen l'ex-sénatrice UMP, rapporteure de la mission sénatoriale sur le Mediator, pour complicité de trafic d'influence. Marie-Thérèse Hermange aurait fait relire le rapport par un proche des laboratoires Servier. En juin 2011, des corrections y seraient faites pour minimiser l'implication des laboratoires dans le scandale sanitaire. À l'époque, la rapporteure se justifie de toute proximité. On peut demander un avis à quelqu'un et je n'ai pas écrit un rapport sous la dictée. Ce qui est totalement absurde de pouvoir laisser penser cela. Les soupçons sont nés d'écoutes téléphoniques entre le numéro 2 du groupe Servier, Jean-Philippe Setta, et Claude Gricelli, pédiatre qui aurait rectifié le rapport sénatorial. Ce dernier aurait été invité par la sénatrice Hermange à venir au Sénat pour travailler sur le document. Selon la retranscription, il y aurait fait changer pas mal de choses. François Hollande face aux entrepreneurs invités à l'Elysée. Le chef de l'État s'est donc exprimé il y a un instant avec le souci d'apaiser la colère des pigeons, ces créateurs de start-up qui avaient dénoncé le coup de massue fiscal menaçant leur plus-value au moment de revendre leur entreprise. Ils ont obtenu gain de cause avec un régime beaucoup plus favorable. Le chef de l'État a donc l'a détaillé. L'occasion pour lui également de tenir un discours favorable à l'esprit d'entreprise. Ce sont les entreprises qui créent la richesse, qui crée l'activité et qui crée donc l'emploi. Le dynamisme d'une économie, la nôtre, dépend sans doute du meilleur environnement, c'est la responsabilité du gouvernement, mais dépend de la vitalité des entreprises. Mais il y a, dans l'acte d'entreprendre, la volonté de tenter une aventure qui va bien au-delà de celui qui crée ou de celle qui décide de prendre cette initiative. Il y a des sujets qui peuvent nous séparer. Il y en a beaucoup. Et il y a d'autres sujets qui peuvent nous rassembler. Et parmi les mesures annoncées par le chef de l'État, une précision sur les plus-values avec une franchise de 500 000 € qui sera accordée aux patrons partant à la retraite. Et par ailleurs, le chef de l'État a annoncé qu'il y aura un programme sur l'entrepreneuriat au programme désormais de la 6e à la terminale. Le plan social adopté aujourd'hui au comité central d'entreprise de Peugeot-Citroën. La fermeture de l'usine d'Aulnay est donc entérinée, de même que le plan social prévoyant plus de 11 200 suppressions de postes. Des propositions de reclassement seront faites aux salariés. L'armée, toujours sous le poids des contraintes budgétaires, François Hollande, tout en se montrant rassurant sur le maintien du budget de la défense, va réduire encore les effectifs. Nicolas Sarkozy avait commencé en son temps. Jérôme Rabier. Après 9 mois de concertation et avec 4 mois de retard, le livre blanc de la défense a enfin été remis à François Hollande.
Il faut dire que les enjeux sont de taille puisqu'il définit la politique de défense pour les 12 prochaines années. Alors que le ministère des Finances souhaitait des économies importantes, le budget de l'armée est sanctuarisé. Il restera fixe à 31,4 milliards d'euros par an. Cela n'empêchera pas la poursuite de la politique de réduction des effectifs en vigueur depuis 2008. 10 000 suppressions d'ici à 2015, héritées des années Sarkozy, et 24 000 suppressions supplémentaires d'ici à 2019, soit près de 10% des effectifs. Une gestion rigoureuse assumée par le ministre de la Défense. C'est un livre blanc de sérieux et d'ambition. De sérieux parce que je dis la vérité, et d'ambition parce qu'on définit un modèle d'armée capable de répondre aux risques du futur. Pour se préparer à ces risques, l'armée s'appuiera sur ce qui existe comme la dissuasion nucléaire, mais développera également le renseignement, notamment avec l'achat de drones indispensables à cette mission. La cyberdéfense pour se prémunir d'attaques informatiques d'envergure sera également une priorité. La France restera capable d'intervenir seule comme elle l'a fait au Mali, même si les forces d'intervention extérieures seront sensiblement réduites. Mais si ce livre blanc donne les grandes orientations pour les 12 prochaines années, c'est bien les parlementaires qui auront le dernier mot en votant à l'automne la loi de programmation militaire. Premier invité du 19h, donc Jacques Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur UMP des Hauts-de-Seine et vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Et vous avez participé à la rédaction de ce livre blanc de la Défense. Donc 24 000 postes supplémentaires supprimés d'ici 2019. Alors, c'est l'armée de terre qui sera touchée, je crois, prioritairement. Ça veut dire des régiments en moins, des bases militaires que l'on raye de la carte. On entend déjà la protestation des élus locaux. Il est évident qu'à partir du moment où nous orientons vers une baisse supplémentaire de 24 000 effectifs, l'armée de terre sera partie prenante et compte tenu de ses effectifs, elle apportera entre 40 et 50% des baisses, sachant que le ministre a rappelé cet après-midi que son souci était de toucher surtout à ce qui est administratif, logistique plutôt qu'aux moyens opérationnels. Mais il est clair que dans le cadre de la loi de programmation militaire, les chefs d'état-major vont avoir à travailler chacun dans leur domaine sur des fermetures de régiments, de bases, et on sait déjà de suppression de navires à venir pour la marine. Alors, on attend les précisions donc à l'automne, vous l'avez dit, avec la loi de programmation budgétaire. D'ores et déjà, est-ce qu'on peut prétendre que l'on peut faire aussi bien en matière de défense avec moins ? Alors vous posez la vraie question. Que se passe-t-il aujourd'hui et qu'a constaté la Commission pendant ces 8 mois de travail? C'est que l'environnement n'est pas plus favorable qu'en 2008. C'est-à-dire que les risques et les menaces se sont plutôt rapprochés. Nous n'avons plus les talibans en Afghanistan, nous avons AQMI au Sahel, nous avons la prolifération. Nous avons les cyberattaques qui sont quotidiennes, nous avons les printemps arabes qui sont de l'espoir mais qui apportent aussi de l'instabilité. Donc les défis sont plus nombreux, est-ce que les ambitions sont réduites? Non, les ambitions de la France n'ont pas été réduites, c'est la responsabilité du chef de l'État. Il est évident que nous comptons rester membres permanents du Conseil de sécurité, respecter nos alliances, respecter les engagements que nous avons pris dans le cadre d'accords de défense, être présents pour les territoires et les départements d'outre-mer, assurer la protection de nos intérêts et nos ressortiments. Rien ne change. Alors, au niveau des ambitions, rien n'a été revu à la baisse, et c'est le choix qui a été fait par le chef de l'État. Il appartient maintenant de mettre en œuvre des réponses cohérentes en prenant en compte les restrictions budgétaires qui sont imposées. On a eu un problème au niveau de la commission des livres blancs, c'est que nous avons attendu la dernière minute pour connaître les réelles perspectives financières. On nous parlait de moins 13 milliards sur la durée à moins 31 milliards. Il est difficile de s'inscrire dans une cohérence lorsque les chiffres sont aussi élargis entre eux. Mais au moins, nous avons pu ces dernières semaines travailler sur un modèle cohérent qui devrait permettre de conserver à la France ses capacités de se protéger, de dissuader, d'intervenir. Alors vous êtes dans une démarche très consensuelle, Jacques Gauthier. C'est le cas sur les questions de défense entre le PS et l'UMP, notamment. Vous le montrez ce soir. Ça dépasse le PS et l'UMP. Je crois que la majorité des partis responsables sont conscients qu'en matière de défense, la France doit présenter un front uni. Nous avons des divergences, bien sûr. J'aurais pu faire des propositions qui n'ont pas été retenues, mais au moins nous essayons d'afficher une volonté commune parce que nous avons des hommes et des femmes qui tous les jours s'engagent, sont présents sur le terrain, compétents et risquent leur vie. Je crois qu'ils méritent que nous soyons solidaires. Vous citez les partis responsables. Moi, je vais vous citer Hervé Morin, qui a été ministre de la Défense, qui est député centriste aujourd'hui. Il considère que ce livre blanc est calamiteux, vide de tout choix stratégique. Il parle même d'enfumage. Non, je crois que le travail qui a été réalisé pendant ces 8 mois dresse un état réel des lieux, des perspectives
pour les 15 ans qui viennent, parce qu'un livre blanc, c'est à 15 ans, on ne règle pas les problèmes de fermeture de régiments, on réfléchit aux menaces, et il apparaît clairement que dans les réponses que nous avons apportées, nous avons réduit géographiquement les zones d'intervention de la France. On a considéré que, notamment la Méditerranée, la zone du Sahel, le golfe de Guinée d'un côté, et de l'autre côté, la Somalie, les détroits d'Ormuz jusqu'à la frontière de l'Inde, représenter la zone dans laquelle nous pouvions avoir à intervenir, de même que nous pouvions avoir à être solidaires de puissances européennes sur nos frontières de l'Est. Mais nous pensons que la plupart de ces opérations se feront en coalition, dans lesquelles nous entendons jouer un rôle essentiel. Alors on sait que Jean-Luc Mélenchon ne ménage pas ses attaques contre le gouvernement. Aujourd'hui même, il dit que ce livre blanc, et ce qui a été annoncé aujourd'hui, condamne les forces et la puissance militaire française à l'étiolement. Non, je crois qu'on peut toujours avoir une vision du verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est vrai qu'on aurait préféré sauvegarder plus d'équipements, plus de militaires et d'effectifs déployables sur le terrain. On voit bien que c'est une cote qui a essayé d'être la mieux taillée possible pour prendre en compte cette réduction nécessaire des dépenses budgétaires. Et nous avions des menaces qui allaient beaucoup plus loin. Nous aurions espéré que nous sauverions plus au niveau du livre blanc des perspectives financières. Le résultat permettra de garder une armée plus réduite, mais cohérente. Dernière question, Jacques Gauthier. Est-ce que vous êtes un peu tenu dans vos réserves et vos critiques, puisque finalement, François Hollande, il inscrit ses pas dans celui de son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, qui le premier avait taillé dans les effectifs. Oui, je dirais que la démarche était différente, puisqu'à l'époque, Nicolas Sarkozy avait sanctuarisé les économies réalisées grâce aux réductions d'effectifs pour, d'une part, valoriser la condition des militaires, d'autre part, développer les équipements. Là, nous allons réduire la cible des équipements, moins 25%, et les étaler dans le temps. C'est dommageable. Merci à vous. Merci à vous. PS qui se veut rassurant ce soir en annonçant un texte profondément pro-européen. On va en débattre avec nos trois invités qui arrivent dans un instant. Jean-Christophe Cambadélis tente donc d'éteindre l'incendie soulevé par une première version d'un texte dénonçant Angela Merkel comme figure égoïste de l'austérité. Mais donc les prises de position se sont quand même encore multipliées aujourd'hui avec une première, un communiqué commun, Copé-Fillon, et puis une réplique cinglante des conservateurs allemands. Nathalie Guillouard. Ce week-end n'a pas suffi pour faire taire la polémique. L'ébauche du texte du Parti socialiste pointant du doigt la chancelière de l'austérité n'en finit pas d'agiter la classe politique. Ces dernières heures, les poids lourds du gouvernement se sont relayés pour tenter de calmer le jeu. Oui, il y a des questions qu'il faut poser, qu'il faut trancher avec l'Allemagne. 2, le pugilat, non. Et c'est ce à quoi vous faites allusion. Il est absolument anormal de mettre en cause tel ou tel dirigeant. Jean-Marc Ayrault, lui aussi, tente comme il peut d'apaiser la situation en multipliant les déclarations sur la nécessité de l'amitié franco-allemande. La droite, elle, s'engouffre dans la brèche. Dans un communiqué commun, Jean-François Copé et François Fillon dénoncent la responsabilité personnelle du président François Hollande dans la dégradation continue et consternante de la relation. Face aux critiques des socialistes, Berlin se garde de toute réaction. Un responsable des conservateurs allemands juge cependant les attaques contre Angela Merkel inappropriées et inhabituelles. Et ajoute, le gouvernement de gauche ne peut détourner l'attention du fait que la France a besoin de réformes structurelles profondes. L'incident commence donc à entacher les rapports entre les deux pays, même si le porte-parole de la chancelière rappelle encore aujourd'hui l'importance de la relation franco-allemande. Et avec nous donc les sénateurs PS David Assouline, bonsoir, UMP Christian Cambon, merci d'être avec nous, et l'historien Jean-Noël Jeannet. Merci également d'être là. Première question, le PS, du moins sa partie la plus offensive contre Angela Merkel, animée donc d'une volonté d'en découdre avec la chancelière, la confrontation, cède-t-elle à la germanophobie au nom de la lutte contre la rigueur? J'ai envie de demander d'abord quel est le regard de l'historien Jean-Noël Jeannet. La germanophobie, c'est une vieille tradition française. C'est une tradition partielle et en somme, à mes yeux, détestable sur la longue durée. Il ne faut pas se tromper, si on regarde le 19e siècle, on a bien le droit de remonter avant 1870, vous avez invité un historien, donc il vous parle du long terme. Pensez à ce que disait Victor Hugo, qui voyageait sur le Rhin en 1840. C'est un propos qui vaut toujours. Il disait, on fera les États-Unis d'Europe. Mais vous savez comment on les fera? On les fera entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne s'adossera sur la France contre la Russie, qui est l'esprit de despotisme, et la rejettera vers l'Orient. La France s'appuiera sur l'Allemagne et se tournera contre l'Angleterre, qui est l'esprit de commerce
et la rejettera vers l'océan. Naturellement, c'est très excessif, mais cela me paraît dire très clairement que sur la durée séculaire, nous ne ferons l'Europe, ça a été prouvé par l'histoire, et l'avenir le vérifiera, que si on entretient, par-delà la mouche de tel ou tel désaccord provisoire, comme actuellement, si on entretient avec détermination ce lien particulier. Depuis 1945, chaque fois qu'on a progressé, chaque fois, c'était en accord entre la France et l'Allemagne. Alors quand vous entendez des hommes politiques français, un président de l'Assemblée nationale, évoquer une confrontation avec l'Allemagne, ça vous inquiète? Vous trouvez que ça est un mauvais parfum? Oui, cela me déplaît. Cela me déplaît parce qu'encore une fois, je sais ce qui s'est passé depuis qu'on a commencé cette admirable construction de l'Europe, en dépit de toutes les difficultés que le monde n'avait jamais connues, qui a apporté la paix. On l'a fait parce qu'on a su en chaque occurrence avoir un accord, y compris d'ailleurs dans la différence politique. C'est le cas aujourd'hui. Mais rappelez-vous, il y avait déjà Giscard d'Estaing à droite, Helmut Schmidt à gauche, et puis ensuite Mitterrand à gauche, Helmut Kohl à droite. Et chaque fois qu'il y a eu accord entre ces personnages et ces dirigeants, on a avancé. Bon, vous vous adressez directement au président de la République, alors vous vous adressez à François Hollande, vous dites faites attention. Je m'adresse à tous les responsables d'aujourd'hui. Celui qui est aujourd'hui en place, c'est François Hollande. Et je m'adresse aussi à ceux de son camp qui se laissent parfois entraîner par un peu d'ébriété verbale. L'ébriété verbale. David Assouline, c'est très joliment dit. Hein, mais quelles conséquences quand même dans ce couple franco-allemand qui bat de l'aile en ce moment? La faute à certains de vos amis, vous vous situez où, vous? Non, franchement, c'est pas la faute à certains de mes amis. Je peux partager ce qui a été dit sur des propos qui peuvent être excessifs, ou en tous les cas personnalisés, ou sur une personne, ou sur un pays. Une politique? Donc il vous faut acceptez les critiques sur la politique. confrontation politique avec les conservateurs en Europe qui pensent, c'est leur doctrine politique, qu'aujourd'hui, c'est l'austérité qui doit permettre d'affronter la crise. Or, nous constatons depuis quelques années que ça a produit la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, et que, en continuant ces politiques, ces pays, malgré des efforts quand même qui sont clairs, s'enfoncent toujours plus. Et donc, François Hollande, dès son élection, a combattu au niveau des instances européennes et dans ses discussions avec Angela Merkel pour qu'il y ait une inflexion vers la croissance comme priorité. Bien sûr qu'il faut contenir le déficit public. Il doit officiellement, solennellement, peut-être, je ne sais pas, en tenant un discours aux Allemands, c'est la recommandation, par exemple, il y a un instant de Jean-Louis Borloo, est-ce qu'il doit désamorcer cette tempête et désavouer une partie du Parti socialiste aujourd'hui? Mais écoutez, je connais les socialistes français, il peut y avoir telle ou telle chose qu'on monte en épingle pendant tout un week-end sur la base d'un brouillon, d'un texte qui ne sera pas présenté aux militants de cette façon. Ce que je sais, c'est que l'amitié franco-allemande, oui, mais le texte du Parti socialiste, c'est pas un tel ou un tel. Je suis porte-parole du Parti socialiste, donc j'essaye souvent de parler pour le collectif et pour ce qui nous unit. Et je vous le dis, l'amitié avec le peuple allemand, avec l'Allemagne, est non seulement nécessaire et concomitante même du projet européen, et l'Europe n'a pas d'avenir sans que ce moteur, ce couple donc, et pas une alliance de remplacement, soit au cœur. Et je veux rajouter, pardonnez-moi, puisque on est dans la polémique, disons les choses, quand on parle de germanophobie, ce sont des propos, par exemple, de quelqu'un qui allait être notre chef d'État, Nicolas Sarkozy, qui était proféré à Caen début mars 2007, qui disait la France, elle n'a jamais été cédée à la tentation totalitaire, elle n'a jamais exterminé un peuple, etc., etc. Souvenez-vous de cette polémique. Ça, c'est de la germanophobie. Dire qu'on est dans la confrontation politique avec les conservateurs pour des socialistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, excusez-moi, je veux ramener les choses. Oui, il faut l'amitié avec l'Allemagne. Non, on ne peut pas accepter la politique des conservateurs dans toute l'Europe, c'est pas une question allemande, aujourd'hui. La balle est dans votre camp, Monsieur Cambon, avec les accusations de germanophobie visant Nicolas Sarkozy avec ses propos. Non, je n'ai pas à répondre. Je n'ai pas à répondre aux accusations de germanophobie de Nicolas Sarkozy. Je veux bien qu'on dresse des rideaux de fumée successifs les uns à la suite des autres. L'affaire qui vient de démarrer est une affaire très grave. Et il faut dire la vérité. La vérité, c'est que ça fait un petit moment que les dirigeants socialistes tentent, pour des raisons de politique intérieure, de faire porter la faute de leur échec à d'autres. Et donc, comme ils voient bien que leur solution
ne marche pas, comme le chômage ne cesse d'augmenter, 1000 chômeurs par jour, Monsieur Hollande, depuis le début, tente de prendre la tête des fauchés de l'Europe du Sud, Chypre, la Grèce, l'Italie, maintenant la France, pour essayer de faire des remontrances à l'Allemagne, qui met en œuvre des solutions. L'Allemagne est effectivement, à bien des exemples, et pas sur la totalité, mais sur bien des exemples, l'Allemagne nous donne un certain nombre de leçons de rigueur, et ça ne plaît pas en France, parce qu'en France, les solutions qui sont mises en œuvre sont des solutions d'échec. Au lieu de développer l'apprentissage, je vais prendre un exemple, au lieu de développer l'apprentissage comme le fait l'Allemagne pour toutes des tranches nouvelles de jeunes qui arrivent sur le marché, on développe des contrats d'avenir qui n'ont aucun sens et aucun débouché, qui sont des cautères sur des jambes de bois. Alors ça déplaît. Alors on pourrait prendre d'autres exemples, parce que là vous prenez l'exemple de l'apprentissage. C'est un exemple qui est tout à fait intéressant. Qu'est-ce qui a été fait en Allemagne, Jean-Noël Jeannet, ça a été la modération salariale. Hein, ça a été la réforme du marché du travail, donc des réformes douloureuses. Et ça a été des réformes de structure. Dans ces cas-là, pour ces réformes de structure, au courage des chefs d'État. Ça, c'est une notion intéressante, le courage. Oui, bien sûr, il faut toujours du courage. Mais ce que l'histoire nous apprend, c'est que l'héritage des deux pays, du point de vue culturel, est très différent. Pour aller à l'essentiel, l'Allemagne est obsédée par l'inflation, parce qu'elle en a été blessée profondément dans les années 1920. Elle est donc du côté d'une certaine rigueur à cet égard. Et nous, brouettes de billets, c'est ça. Oui, vous avez raison de le citer. Et de l'autre côté, la France, elle sait bien que son développement pendant les 30 Glorieuses a été largement lié à une certaine acceptation de l'inflation. Il faudrait évoquer ces deux cultures. Je ne peux pas le faire en détail, mais je crois que toute la question politique est de savoir comment les compléter, les enrichir l'une par l'autre, et non pas les opposer par des controverses qui sont... Mais la question est de savoir aujourd'hui si l'Allemagne est un modèle pour la France, dans ses réformes de structure. Est-ce qu'un pays peut être un modèle? Non, il n'y a pas de modèle. Regardez ce qui est devenu les modèles suédois et d'autres. Il n'y a pas de modèle. Il y a des inspirations, évidemment, à tirer. Rien n'est pire que le gallocentrisme dans la réflexion. Mais je crois que la gauche, aujourd'hui, est tout à fait ouverte à l'idée de regarder ailleurs et de regarder, de comparer, de constater les choses. Une partie de la gauche. David Assouline, est-ce que le PS la droite aussi, j'imagine. La droite aussi. La droite aussi. Est-ce que le PS est en train d'exploser sur la question européenne? Non, mais pas du tout, au contraire. C'est ce qui nous rassemble le plus. Il n'y a pas de socialiste, il n'y a pas d'identité socialiste dans notre pays aujourd'hui, moderne, sans porter avec fierté le projet européen, parce que c'est l'échelle pertinente pour agir dans cette mondialisation. Et peser. Vous savez qu'on nous dit que l'Élysée est furieux quand même contre le PS aujourd'hui. Quand vous dites qu'il y a une fragilisation du couple franco-allemand, oui, on peut constater quand même qu'il y a des difficultés. Mais si on doit regarder plus profondément pourquoi, et c'est cela que essaye de contrecarrer François Hollande, c'est que quand la France a été affaiblie à ce point par les politiques précédentes, quand on a 600 milliards de déficit en 5 ans supplémentaires, quand on a le déficit de la balance commerciale et une compétitivité tuée pendant 10 ans. Plus de l'héritage des différents pays, mais l'héritage de Sarkozy encore. Non, mais attendez, mais c'est un héritage que l'on a. Non, mais si vous voulez, mais en tous les cas, ça ne va pas durer éternellement cette petite affaire. Non, je veux juste finir. Quand on est affaibli à ce point, dans le dialogue avec l'Allemagne, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que le couple pour exister, et ça a été le cas si on regarde les 30 dernières années, c'est quand il y a des deux côtés de la force. Les deux doivent être forts parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien imposer à l'autre, ils sont obligés de discuter, de faire des compromis. Quand on est moins fort, eh ben, aujourd'hui, la priorité, c'est de redonner cette force, redonner une capacité industrielle à la France, et c'est comme cela... C'est pas de faire porter la responsabilité aux autres. Ben, je suis en train de vous dire que nous, on agit tous les jours. Hein, mais sauf qu'on pense que la droite est très mal placée pour donner des leçons parce qu'elle a détruit l'appareil industriel. Mais vous donnez des leçons à tout le monde, voilà. C'est bien clair. Tant sur la germanophobie que sur la capacité mais bien de la entendu. France, vous avez moi, je pars d'un constat de tout pendant 10 ans, en dessous de tout. David Assouline, je pars d'un constat très simple, c'est que l'Europe, elle a toujours été pilotée par un attelage, la France et l'Allemagne. Et si un attelage est tiré par deux chevaux qui vont en sens inverse, généralement, la carriole avance très lentement et très difficilement. Jean-Noël nous disait que ça n'avait jamais aussi bien marché que lorsque les deux responsables des pays étaient de camps opposés. Bien sûr. Oui, parce qu'effectivement, ils ont mis l'essentiel
en commun. Et là, on agit par référence à une politique intérieure. Parce que M. Mélenchon fait très peur à la gauche socialiste et que l'on veut donner quelques petits signaux d'amitié pour dire calmez-vous. Mais bien évidemment, le discours de M. Barthelone qui se voit déjà à Matignon, qu'est-ce que c'est? C'est de la politique intérieure. Et on voit ce spectacle dérisoire où le Premier ministre est obligé de tweeter pour dire non, 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 tout va bien, je vais même l'écrire en allemand. Est-ce que vous estimez que François Hollande a allumé la mèche en parlant le premier d'une tension amicale avec Angela Merkel? Mais bien évidemment, nous savons depuis le début, parce il ne faut même pas de tension amicale, quoi. Il faut se mettre sous la table. Mais il ne s'agit pas de se mettre sous la table, il s'agit simplement de mettre en commun. Nicolas Sarkozy. Bien entendu, se mettre sous la table, c'était tout à fait son genre. Est-ce qu'il a renforcé ce moteur franco-allemand, non? Mais bien évidemment. Les autres coups bien évidemment. Et on ferait bien de s'inspirer de ce qui a été fait à l'époque par le tandem entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Il y a bien des choses qui iraient mieux en France. Là, l'Europe a décollé à ce moment-là. Oui, vous êtes le seul à le penser. Et les Français n'en pensent pas moins. J'aimerais vous interroger sur un paradoxe, semble-t-il. On a entendu Claude Barthelone s'alarmer d'un possible 21 avril à l'échelle de l'Europe, avec la poussée du populisme qui va, hélas, avec la crise. Est-ce qu'en désignant un bouc émissaire, comme certains peuvent être tentés de le faire, on ne favorise pas le populisme? Je pense qu'il ne faut ni développer les stéréotypes, ni trouver des boucs émissaires. Mais d'ailleurs, ce n'est pas absolument le cas. Peut-être il y a quelques exemples qui ne sont pas très heureux. Observez qu'il faut d'abord combattre les clichés. Tous ceux qui font ressurgir des clichés dans le dialogue franco-allemand me paraît, dans les propos des uns et des autres, dangereux. Vous vous rappelez ce que disait Flaubert dans le dictionnaire des idées reçues? Avant 70, il disait « l'Allemagne toujours blonde et rêveuse ». Et puis après 70, dans ses notes, il avait rajouté « mais quelle efficacité militaire !» Je prends cet exemple pour marquer qu'il faut absolument dépasser, et ça c'est le travail de longue haleine, ce n'est pas l'anecdotique de cette semaine, c'est le travail des médias, c'est le travail de l'école. Comment laisse-t-on l'allemand, avec même un Premier ministre germanophone, comment laisse-t-on... J'ai dit germanophone, n'est-ce pas? Il est attentif, le porte-parole est attentif à mes propos. Je n'avais pas dit germanophobe, ça c'est bien clair. Alors c'est pour ça que vous êtes si attentif. Avec un Premier ministre germanophone, il faut néanmoins, il me fait perdre mon fil. Et même germanophile. Oui, il faut absolument qu'on développe tout ce qui est la connaissance mutuelle. Donc je disais... La connaissance, attendez, terminons pas, parce que c'était la faute de David Assuit. Parce que je crois qu'il faut qu'on apprenne l'allemand à l'école. Savez-vous qu'on l'a beaucoup appris dans les années 70 et 80 et qu'on le laisse décliner? On me dit qu'il y a des professeurs d'allemand qui sont actuellement au chômage. Il faut un effort dans la diversité culturelle. Et au fond, c'est ça la politique, c'est-à-dire les justes réactions à l'immédiateté des émotions provisoires et d'autre part, réfléchir au long terme, c'est-à-dire éviter que précisément puissent ressurgir ces remugles détestables d'images mutuelles qui sont vraiment à blâmer. Je crois que c'est ça que je lis, si vous voulez, dans les événements d'aujourd'hui. Tout en considérant tout à fait normal qu'il y ait des désaccords, entre les uns et les autres. Appelez ça comme vous voulez, des désaccords, naturellement. Positive, on va dire. Bien sûr, comme dans les familles les plus unies. Été le cas. Il reste 30 secondes, David Assouline. On a identifié l'auteur de la formule là, sur l'intransigeance égoïste d'Angela Merkel. Je vous pose la question, alors qu'il faut quand même rappeler que c'est l'Allemagne qui est le plus gros contributeur au budget communautaire. Et puis que c'est elle qui... 180 milliards d'euros pour sauver la zone euro. Et qui donne le plus d'argent aux pays endettés du Sud. C'est quand même plus... Alors, vous avez trouvé l'auteur de la formule, parce qu'il paraît que Camba Delis le cherche. Je ne suis pas du tout à la chasse aux auteurs de tel ou tel morceau de phrase. Je pense que ce sujet mérite autre chose. Je ne cesse de dire ça. Je vous prêcher un convaincu. Je pense qu'on ne peut pas faire sans l'Allemagne l'Europe. Puisque, et c'est le principal contributeur, mais aussi c'est politiquement... L'Allemagne-France, c'est ce qui garantit la paix en Europe. La position de la France est affaiblie par ce genre de prise de position. On a absolument besoin de ce tandem franco-allemand. Il faut que le président de la République corrige cette tendance. Quand c'était Nicolas Sarkozy à droite qui dirigeait le pays. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat éclairant par bien des aspects. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dès demain à 18h pour Préphare 3. Notre invité justement sera Pierre Laurent, le numéro 1 du PCF, qui aura beaucoup de choses à dire sur le sujet. À 22h, Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlons d'avenir, on évoque les HLM. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous savez quand va arriver François Hollande? En France, on dit qu'il manque de charisme, mais à l'étranger, il n'en a pas du tout.
Peu charismatique, passe-partout. Les humoristes sont-ils particulièrement durs? Avec François Hollande, quels traits de son caractère mettent-ils en avant et quelle image donne-t-il d'un pouvoir en pleine tourmente? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, les marionnettes, pastiches et caricatures de François Hollande et de ses amis socialistes. Déshabillons-les, samedi à 23h45 sur Public Sénat.